400 000 voix de différence dans le vote populaire en faveur de Mme Clinton. Donc, faites le calcul, vous voyez bien qu'il y a une majorité d'Américains qui n'a pas élu M. Trump. Mais la démobilisation, la faible participation, la plus faible depuis l'an 2000, ont permis son élection. Et bien, de la même manière, des accidents sont possibles chez nous. Alors, même si nous arrivons à l'éviter par nos bulletins de vote, quelles que soient nos sensibilités, après tout en étant stratèges, puisque les partis politiques ne sont plus capables de désigner leurs candidats, ça veut dire qu'ils sont en crise, ça veut dire qu'ils font, qu'ils soient de droite ou de gauche, appel à nous. Eh bien, puisqu'ils font appel à nous tous, quelles que soient nos sensibilités, on a le droit de jouer au jeu de Go. On a le droit d'en faire tomber certains là, d'en faire tomber d'autres là, et d'en faciliter certains là, et d'en faciliter certains là. Que l'on soit de droite ou de gauche, ils font appel à nous, dans notre diversité. C'est le symbole d'une crise, de l'agonie, pour moi, d'un système épuisé, on l'a décrit tout à l'heure, d'une politique professionnelle qui n'est plus à l'image du pays, qui ne rencontre plus la diversité du pays, et y compris ceux qui soit ne votent plus, soit votent pour l'extrême droite, l'expriment dans leur ras-le-bol, dans leur ressentiment, dans leur aigreur pour certains, et nous voyons bien que du coup nous devons avoir agi en ton lieu, dans tous les cas de figure, notre propre agenda. Nous devons être au rendez-vous, c'est ce que j'ai voulu expliquer dans Dire-nous cette année, de nos causes communes, là où nous vivons, là où nous travaillons. Et de ce point de vue, on voit localement toutes sortes d'initiatives qui redonnent force, qui redonnent courage, et qui essayent sur les questions urgentes, qu'elles soient écologiques, qu'elles soient de réfugiés, qu'elles soient de démocratie locale, qu'elles soient contre la corruption, d'être au rendez-vous de ces causes communes et de faire chemin ensemble. C'est ma première réponse. On m'a demandé le cheval de Troie, c'est très simple. Aujourd'hui, notre ennemi historique, des deux côtés de la Méditerranée, c'est les tenants de l'inégalité naturelle. Ceux qui disent nous naissons inégaux, donc qui disaient qu'une civilisation était supérieure à une autre, qu'une religion était supérieure à une autre, et il y en a d'autres, dans d'autres cultures, il y aura toujours des tenants de cette inégalité naturelle. C'est notre adversaire, c'est celui qui nous empêche de faire chemin, qui empêche que chacun d'entre nous, dans nos histoires familiales, nous ayons fait chemin, que les femmes aient conquis des droits, que nous ayons conquis le respect des uns et des autres, tous ces idéaux qui ont été construits par des luttes. Cette idée que, je rappelle qu'en France, par exemple, dans notre Constitution, la République est dite démocratique et sociale, elle a des adjectifs, ça veut dire qu'il y a ce moteur de l'égalité, et qui sera toujours à renouveler, à surveiller, à réactiver, etc. Alors, une force politique ne va pas venir devant les électeurs en disant « moi je vais défendre l'inégalité ». Donc sa ruse, c'est de mettre, et c'est ce qu'ils ont réussi à faire depuis 30 ans, c'est de mettre l'identité au cœur du débat. Vous rappeliez la marche de 83, je rappelle toujours qu'elle était marche contre le racisme et pour l'égalité. Évidemment, elle a été essentialisée, ethnicisée dans le discours officiel qui parle de la marche des beurs. De la même manière qu'au même moment, je le rappelle, les grandes grèves ouvrières de l'automobile, parce qu'il y avait des ouvriers syndiqués à la CGT, militants pour leurs droits, qui parmi 40 revendications disaient « je fais les 3-8 et je veux pouvoir faire ma prière, pas dans la graisse de la chaîne de montage et avoir un endroit propre et correct », le Premier ministre de l'époque, pourtant un brave homme, sous l'effet de la révolution iranienne, à une époque où nous armions jusqu'aux armes de destruction massive M. Saddam Hussein, le même va être renversé après, eh bien, a dit « cette grève est une grève islamique ». Et donc, on a commencé du coup à bannir le mot ouvrier, à oublier que notre classe ouvrière a toujours été faite de migration intérieure européenne, liée à l'Afrique, liée à l'ensemble de la projection sur l'Europe, sur le monde de la France, et que donc, en mettant l'identité, ce que l'on efface, c'est aussi la condition sociale, la revendication, la fierté sociale, ce qui a été dit tout à l'heure, la fierté du métier. Et donc, c'est pour moi, c'est pour ça que je dis que face à cela, il ne suffit pas de le contester, il faut avoir un imaginaire supérieur. Moi, je le trouve dans mon bricolage chez Édouard Glissant, dans mon pays d'enfance, la Caraïbe, la Martinique, cette idée de l'identité-relation. Je pense que ça parle de ce que nous sommes. La France est une Amérique de l'Europe, dans la constitution de son peuple.
Elle n'en a pas le discours, elle n'en a pas l'imaginaire chez ses dirigeants. Nous sommes un pays multiculturel, intraculturel. Je dis souvent, quand on parle des questions d'origine, je dis, écoutez, moi, il n'y a pas d'assignation à l'origine, moi, je me définis comme un breton d'outre-mer. Je suis né breton avec un père qui avait appris le breton, très fier de son histoire bretonne, mais nous nous sommes projetés sur le monde. Mon pays d'enfance, encore une fois, c'est la Martinique. Mon pays de jeunesse, c'est l'Algérie. Et ma compagne vient de Pologne. Et donc, on pourrait multiplier tout cela. Et j'avais un père élevé dans le catholicisme et qui a servi la messe jusqu'à 18 ans, et une mère élevée dans le protestantisme, et ainsi de suite. Je suis fait de tout ça. Je suis fait de tout ça. Je suis fait de toute cette histoire, et chacun, quand nous nous tournons vers nos histoires familiales, nous sommes faits de tout ça. Donc, revendiquer cela, avoir cet imaginaire supérieur, car on ne dit pas aux racistes, aux xénophobes, c'est mal. Il faut lui dire que c'est mal. Mais lui dire que c'est mal ne suffit pas à le déverrouiller. Il faut quelque chose qui l'entraîne. Et d'où ce que j'appelle le chemin de l'égalité. Il faut être au rendez-vous de ces causes communes. On n'est pas raciste, xénophobe naturellement. Et Azouz a eu entièrement raison de rappeler que c'est d'abord un poison qui a été diffusé d'en haut par des dirigeants qui paniquent pour leur pouvoir, dont les partis sont en crise, dont la dynamique est en crise, dont les partis n'ont plus de militants, d'adhérents. Et donc ils ont mis ce poison, ils ont mis cette concurrence. Quand les dominés, on leur dit « faites-vous la guerre au nom de l'origine, de la couleur de peau, de la croyance », les dominants ont la paix, pendant que nous, on se fait la guerre. Et donc c'est le piège des dominants. Sur la question sur l'islamophobie, moi, je n'assigne personne à résidence. Et d'ailleurs, quand je parle du mot musulman, je dis toujours, il y a 1000 façons d'être musulman. On peut l'être de croyance, on peut l'être parce que c'est dans la culture de la famille, dans l'histoire familiale, on peut l'être par l'origine de la famille. Et puis, il y a différentes façons de le sentir, comme il y a 1000 façons d'être catholique, protestant, juif, athée, franc-maçon ou autre, et ainsi de suite. Simplement, il faut bien voir que quand il y a une injustice, et c'était très fort ce qui a été dit sur l'humiliation, l'humiliation, elle peut créer du ressentiment. Le ressentiment n'est pas un chemin d'élévation comme la résistance. Le ressentiment, c'est une aigreur. Et le ressentiment peut permettre des chemins de perdition. Si nous ne sommes pas au rendez-vous de ceux qui subissent cette stigmatisation, si nous ne nommons pas cette stigmatisation, on peut discuter les mots, la misislamie, l'islamophobie. Phobie, c'est la peur panique. Bon, la négrophobie. Il y a une question noire, regardez aux États-Unis, et elle est présente en France. Il est terrible de voir une ministre des droits de la femme, venue d'SOS Racisme, interrogée sur le fait que certaines de nos compatriotes, et il y en a dans la salle, portent le foulard. Sa première, on lui demande, mais elles peuvent décider de le porter. Et non, pour elles, c'est forcément qu'elles sont en esclavage. Et donc, du coup, souvenez-vous, dans cette radio, elle dit, on lui dit, mais attendez, ça peut être leur liberté. Elle dit, non, non, vous savez, mais les nègres, elle dit, les nègres africains, elles butent sur africains, américains, certains acceptaient leur servitude. C'est une monstruosité. Et contrairement à ce qu'elle a dit, c'est pas le mot nègre, l'importance. Aimé Césaire disait « nègre je suis, nègre je serai, et le nègre t'emmerde », renversant le mot de stigmatisation. Ce qui est terrible, c'est d'oublier, l'esclavage, c'est pas notre histoire, c'est une histoire américaine. Le code noir de Louis XIV, c'est pas nous. L'accumulation primitive qui a fait la richesse de la bourgeoisie française par le commerce triangulaire, c'est pas nous. Et comment? Il n'y a pas eu de résistance? Il n'y a pas eu de nègres marrons. Et puis qu'est-ce que c'est dans un système totalitaire? Eh bien oui, on apprend des résistances du faible au fort. On fait semblant de courber les chines et on crée d'autres solidarités. Quelle prétention? Qui est la prétention de ces tenants de l'assimilation? Ce mot colonial qui est revenu dans notre débat. Non, l'assimilation, ça veut dire je dis à l'autre de s'effacer. Au lieu de reconnaître l'autre comme autre, et du coup de découvrir ensemble notre humanité commune, je lui dis, je suis la norme, efface-toi, deviens moi. On doit tous s'intégrer dans un quartier, dans une entreprise, dans un pays, etc. L'assimilation, ce mot est terrible. Ce mot est un mot de négation.
de l'autre. Alors, du coup, moi, qu'est-ce que je fais? En rebondissant sur un texte qui était un texte d'Émile Zola, 20 mois avant son fameux J'accuse de l'affaire Dreyfus. J'ai écrit ce pour les musulmans, pas dire aux musulmans dans leur diversité, je ne reprends pas la formule, je n'assigne personne à résidence, pas pour leur dire vous avez un nouvel ami, bien sûr qu'il faut tendre la main, mais pour leur dire vous avez le droit, et moi je vous le dis, d'être français et musulman, comme vous voulez être musulman, pas l'un sans l'autre, pas l'un contre l'autre, pas l'un au-dessus de l'autre, pas l'un malgré l'autre. Et il fallait faire ce geste, il fallait que quelqu'un le fasse. Ce qui m'a le plus bouleversé après ce livre, j'ai accepté d'aller dans toutes sortes de lieux. Quelques mois après, à Mediapart, on fait un entretien avec un imam de Rennes, qui est imam dans les prisons, qui fait le travail face à la radicalisation, et on fait un entretien sur son livre. Voilà. Et bon, c'est une journaliste de Mediapart, tout ça se fait, et après l'entretien, il est dans le couloir, et je passe. C'est un petit monsieur très digne, très, voilà, grande dignité, et avec beaucoup de solennité et d'émotion, il m'arrête. Moi, je dis, je suis très heureux que vous soyez là. Il me dit, mais vous savez, ce livre, je l'ai fait à cause de vous. Parce que quand vous êtes passé pour les musulmans, dans les médias, mes enfants m'ont dit, mais qu'est-ce qu'il nous dit, papa? Il faut que tu parles. Il ne faut pas courber la tête, il faut la dresser. Vous êtes citoyen, vous êtes la France, nous sommes la France. Vous voyez bien comment c'est terrible ce qu'on entend dans les médias, ce qu'on entend dans le discours politique, qui est digne des années 30, et il faut assumer de faire cette résonance. Parce que je ne dis pas que c'est la même situation, je ne dis pas que demain des gens sont déportés, assassinés, mais enfin entendre parler naturellement, et des médias qui acceptent de parler de grands remplacements, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que nous serions des envahisseurs, je dis nous sommes ensemble, et que nous devrions repartir. Vous voyez bien que c'est d'une violence inouïe, et qui chez beaucoup, vous êtes engagés, vous êtes politisés, et vous voyez quelle violence ça peut créer, et quel ressentiment ça fait. Donc je pense à un moment, et c'est terrible, les pires attaques contre ce livre sont venues de ceux qui mettent la République sans adjectif, qui parlent de la République verticale, autoritaire, identitaire, et qui pour certains se proclament de gauche, et qui du coup renoncent à ce moteur de l'égalité, à cette dynamique de l'égalité. Nous sommes dans un moment historique où la question, où personne n'est propriétaire du bien, aucune famille politique n'est propriétaire du bien. Il y a un moment où nous avons rendez-vous avec nous-mêmes. Vous le savez dans les causes anticoloniales, combien le catholicisme social a été au rendez-vous, combien témoignage chrétien a été au rendez-vous. Et ça, c'était un produit de la laïcité au sens où cela a été dit par monsieur de 1905, qui nous dit que nous avons le droit d'avoir nos croyances. Les musulmans, nous savons, ont été oubliés. Les cultes minoritaires, et c'était l'événement de la loi de 1905, ont été reconnus. Et du coup, au grand peuple catholique, qui à l'époque était immensément majoritaire, immensément pratiquant, avec une hiérarchie très conservatrice, qu'est-ce qui a été dit? Il a été dit, ben viens au banquet commun. Aucune idéologie, religieuse ou non, et Dieu sait s'il y a eu des crimes au XXe siècle par des idéologies sans Dieu, religieuse ou non, aucune idéologie ne peut s'imposer dans l'espace public. L'espace public est de la délibération. Mais chacun vient comme il est. Contrairement à ce qu'on dit dans des débats politiques et médiatiques aujourd'hui en France, la loi de 1905 ne dit pas que la religion est une affaire privée, elle dit que c'est une affaire personnelle. Elle dit si peu que c'est une affaire privée que, considérant les 4 initiateurs, que pour ceux, 2 étaient un peu croyants protestants, et que considérant que la religion est une création des hommes, donc une opinion, eh bien, ils étaient pour la liberté d'opinion. Savez-vous que la loi de 1905 reconnaît le droit de faire des processions religieuses? Elle reconnaît le droit de manifester son opinion religieuse dans l'espace public. Et donc vous voyez bien que là, il y a un engrenage terrible et tout le monde y passera. Tout le monde y passera. Trump illustre ça très bien. Les musulmans, les chicanos, les femmes, tout le monde y passe. J'ai toujours dit, le racisme, la xénophobie, c'est les poupées gigognes. On met un bouc émissaire principal qui correspond aux préjugés de l'époque. Les juifs hier sur notre continent, et avec une vieille tradition ancienne d'anti-judaïsme chrétien qui a travaillé, Dieu sait s'il a fallu le reconnaître, le discuter après. Et puis aujourd'hui, évidemment que ce sont derrière les mots islam, musulman, qu'on habitue tout le monde.
qu'on habitue tout le monde, et tout le monde dégustera, toutes les minorités, c'est-à-dire toutes les dissidences, car la minorité c'est une construction politique par ceux qui se croient la majorité. Le monde ouvrier a été considéré très longtemps comme une minorité, il n'avait pas place au banquet. D'ailleurs, on pourrait faire la même statistique sur les origines ouvrières des sénateurs et des parlementaires. 25% des salariés sont ouvriers, 25% sont employés, et ils ne sont pas là. Et donc, la laïcité, c'est un chemin, le chemin de la laïcisation, qui fait qu'en effet, il y a eu la jeunesse ouvrière chrétienne, la jeunesse étudiante chrétienne, c'est qu'il y a eu un mouvement au cœur de la religion qui se croyait dominante, il y a eu un mouvement vers le commun. Et aujourd'hui, quelle est la situation? D'où mon discours sur l'au-delà. Je l'ai compris à Grenoble, après Charlie Hebdo. Je suis reçu par la mairie, etc. Et il y a un comité interreligieux autour de la mairie.